10 avril 2024. Merci de nous rester fidèles. Alors, le pays va traverser des moments, des ondes, des turbulences. C'est ce qu'a prédit le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, au cours d'une matinée politique hier. Le secrétaire général de l'UDPS qui a également annoncé qu'il ne sera plus candidat, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Les sujets fait la une de l'actualité ce matin dans la capitale. Nous allons en parler avec nos invités. Ils sont trois ce matin: Walter Kouy, Eugène Kabongo et Nikez Moujani. Walter Kouy est déjà avec nous. Walter Kouy, bienvenue, bonjour. Bonjour Madame Gisèle et puis bonjour aux téléspectateurs de CCTV et puis aux auditeurs de la radio de Liberté Kinshasa. Merci de l'invitation qui nous a été lancée et nous sommes là. Voilà, Walter, tout d'abord nous parlons société, avec les inondations, les conséquences des pluies diluviennes. Nous apprenons même qu'au quartier Nandou, la population s'est vide, les habitations sont abandonnées parce que les rues sont les habitations sont sous les eaux, les rues inondées. Quelle lecture vous faites de cette situation après la pluie à Kinshasa? Tous les caniveaux sont bouchés. Pas seulement à Kinshasa, c'est à travers toute la ville. Vous avez aussi appris que la nationale numéro 1 entre Kenge, je crois, et Kinshasa risque d'être coupée. C'est une situation générale, mais pour le cas de Kinshasa, nous constatons depuis plusieurs années la démission de l'État. Parce que si vous allez à l'hôtel des villes, les Belges nous ont laissé la cartographie de cette ville, là où il faut construire, là où il ne faut pas construire, là où il devrait y avoir des routes, là où il ne devrait pas avoir des routes. Tout ça, il y a une cartographie. Mouzito, dans l'une de ses publications, avait même proposé que l'on avance la ville vers la partie non exploitée, donc la commune de Maluku qui est presque inoccupée. Mais il faut que l'État aille d'abord avant que les privés ne viennent. Je donne deux ou trois exemples pêle-mêle. Rappelez-vous vers les années entre 70 et 80, quand Mobutu fait construire la cité Salongo, cité verte, cité Mama Mobutu, et même Binza Pigeon. C'est l'État qui avait d'abord tracé les routes, construit les caniveaux, le système de drainage. Après, on a envoyé les gens, ou on a loti, on a vendu aux gens et les privés sont venus construire. La SNEL était déjà là, le câblage pour l'électricité, la tuyauterie, tout ça doit précéder l'occupation des privés. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous allez dans les communes, par exemple, de Lansele et puis Maluku, Mpassa, Campem, Efobank, les gens ont occupé avant même que les services de l'État ne tracent les routes, le système de drainage. Même ici, à GB, au quartier GB, c'est le cas. Le quartier qu'occupent plusieurs dignitaires, mais où deux véhicules ne peuvent pas passer sur certaines avenues. Pourquoi? Parce que ça a été très mal loti. Des lotissements sauvages, orchestrés ou organisés par les services publics, malheureusement. C'est pourquoi je parle de la démission des pouvoirs publics qui fait que nous voyons cette situation. Nous sommes un pays tropical où il y a une saison sèche et une saison de pluie. Mais pourquoi on ne cure pas ces caniveaux pendant la saison sèche? Et même quand on ose commencer les curages, on laisse la boue sur la chaussée. Ce qui fait qu'après la première pluie, toute cette boue rentre dans la chaussée. On revit un éternel commencement. Vous voyez aujourd'hui toutes les routes réhabilitées il y a quelques années. Je peux commencer par l'avenue de l'université qui a commencé à être réhabilitée en 2019. Aujourd'hui, la route est en train de se dégrader en 5 ans. Donc, ce qui signifie que le président de la République doit, dans les 5 prochaines années, avoir un programme pour réhabiliter encore la route ou l'avenue de l'université. Malheureusement, ça s'est déjà détérioré, la route de l'université. Oui, l'avenue de l'université est en train de se détériorer sur plusieurs axes. Prenez entre Yolo Capella et Yolo Ezo, la route s'est dégradée. Vous prenez entre l'avenue Kekwit et Kianza, croisement Kianza Université,
sont en train de se dégrader. Conséquence, Prenez encore des Kianza jusqu'à avenue Manzengele, ils sont en train de se dégrader. Et pourtant, des non-curages de caniveaux, c'est ça? Non-curage des caniveaux, Kinshasa a été bâti sur une zone marécageuse. Il y a certains éléments à respecter pour bâtir une route, surtout les caniveaux, parce que la pluie tombe régulièrement. Donc, on doit avoir un système de drainage efficace pour que l'eau ne traîne pas sur la chaussée. Et même quand c'est bétonné, la pluie ou l'eau a cette capacité de faire dégrader le béton. Raison pour laquelle j'en appelle à l'autorité publique, surtout au gouverneur ou au futur gouverneur de la ville, parce que ce que nous vivons ici à Kinshasa, c'est triste, c'est regrettable, mais on est là, on ne va sanctionner personne. À chaque fois que nous avons interpellé les uns et les autres, on a cru que c'était de la jalousie, s'agissant surtout de la gestion de la ville. Mais au bout de la course, même ceux qui nous critiquaient, ceux qui disaient que nous ne voyons pas bien les choses, particulièrement le président, l'ancien président de l'Assemblée provinciale, était devenu l'opposant radical contre le gouverneur qu'il avait pourtant soutenu toutes ces 5 dernières années, malheureusement. Alors, les responsabilités, là, c'est d'abord, comme vous l'avez dit, l'État qui octroie des terrains. C'est l'État, c'est l'autorité publique. Et la population. Parce qu'on dit l'État, le sol plutôt et le sous-sol, la loi Bakajika, appartiennent à l'État. L'État a cette prérogative plutôt de dire, de vous exproprier, de vous réinstaller ailleurs et de tracer ou de bâtir une route sur devant votre maison ou en passant ou traversant votre parcelle, s'agissant des populations qui jettent les immondices. Mais c'est à l'État de subir, de sévir. Pourquoi on doit laisser les gens jeter les immondices devant leur maison, devant leur résidence, là où c'est interdit? C'est à l'État de sévir, de punir, de sanctionner. Si l'État ferme les yeux, là où la loi. Mais Walter, on l'a vu avec les décisions de l'Hôtel des Villes, lorsqu'on cassait les bâtiments qui sont construits sur la chaussée, qu'on a évacué ceux qui vendaient. Après, la population a crié. C'était une vaste comédie. On a condamné vraiment le vice-gouverneur. Madame Gisèle, c'était une vaste comédie. Rentrée aujourd'hui sur Niangwe, tout a repris du service. Je me rappelle, il y a un immeuble en diagonale d'un supermarché qui avait été cassé là. Mais l'immeuble qui a été partiellement cassé, l'immeuble a été reconstruit. Là où ça avait été cassé, je passe régulièrement par là quelquefois quand il y a les embouteillages sur 24. J'ai vu, je me suis arrêté, je n'en revenais pas. On a reconstruit l'immeuble. C'est au vu et au su de tous. Mais beaucoup n'avaient pas. C'est à environ 100 mètres de la maison communale. Donc, je ne pense pas que la faute incombe à l'État. Si l'autorité publique fait respecter les lois, la population aura peur. Mais si on ne fait pas respecter les lois, la population n'aura pas peur. Parce que même ceux qui lotissent, je parlais du lotissement, des lotissements sauvages, ce sont des agents véreux qui font ces lotissements. Au-delà de ça, quelqu'un, vous vendez 1 mètre, vous laissez par exemple 6 mètres pour la chaussée, parce que quand vous faites un lotissement, au-delà de l'avenue que vous laissez, l'avenue tracée doit comporter aussi des espaces pour la marche des piétons. Sous d'autres cieux, on voit même l'espace pour les cyclistes ou les motocyclistes et même pour les personnes handicapées avec leur vélo. Et aussi le système de drainage, le câble pour l'électricité et la tuyauterie pour la SNEL. Et même le câble pour la fibre optique. Quand vous laissez un espace de 5 mètres pour une avenue, on met le caniveau où, la marche des piétons où, la tuyauterie pour la régie des eaux, ça sera où, le câble pour la SNEL, parce que on ne doit pas voir les fils et les câbles électriques trimbalés en l'air, non. Ça détruit même la beauté, surtout avec cette façon de la SNEL de laisser les câbles aériens, là, les câbles électriques aériens, non. Sous d'autres cieux, on privilégie, je ne dis pas qu'il n'y a pas de câbles aériens, mais on privilégie surtout le câblage terrestre parce que ça couvre, il y a un peu plus de sécurité. Mais à Kinshasa, c'est l'insécurité. Hein, non, l'insécurité parce que c'est mal entretenu. Quand on a bien entretenu le câble,
Quand on n'a pas laissé les gens venir se greffer sur les câbles de la SNEL sans l'autorisation, tout sera bien fait. Autant à l'époque coloniale, c'était comment? Le problème est qu'il y a démission du pouvoir public, c'est pourquoi nous vivons ce que nous vivons. Et on ne peut pas totalement condamner la population qui doit aussi, j'en appelle à la conscience de tout un chacun, mais quand l'autorité publique ne fait pas. Vous avez par exemple dans mon quartier le service de Bopeto qui passe ramasser les ordures. Mais dans votre parcelle, si ce service-là ne passe pas après une semaine, 2 semaines, 1 mois, vous allez faire quoi des ordures? Il n'y a pas d'endroit. Donc il faut un système d'évacuation permanente parce que chaque jour qui passe, nous mangeons et si nous ne mangeons pas chaque jour, le jour ou 2 jours après, vous serez obligé de manger. Quand vous avez mangé, vous devez absolument évacuer les déchets. Alors que la BTSA a alerté sur des précipitations potentielles à Kinshasa ainsi que dans d'autres villes, alors qu'est-ce qu'on doit faire pour en finir, pour essayer un peu de mettre fin ou limiter les conséquences de ces pluies? La première chose, nous avons, comme je le disais, un système de drainage qui est trop défaillant. La ville avait été bâtie pour environ ou à moyenne 400-500 000 personnes, mais voyez-vous aujourd'hui, tous les bicoques, Lemba, Matete, où j'ai fait plus de 15 ans, et Bandal, une partie des Yolo, Kitambo Magasin, tous les blocs ont été presque, ou la plupart morcelés, là où il y avait une maison pour 4-5 personnes. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un monter en hauteur pour y mettre 2 appartements de plus dans un même immeuble, vous avez plus de 30 personnes. C'est une charge qui s'ajoute aussi bien pour la régie des eaux et la SNEL. Et tous ces gens-là font petits besoins, grands besoins, il faut évacuer les déchets. Mais dans les mêmes caniveaux, les mêmes égouts, conçus peut-être pour recueillir un quartier par exemple de 10 000 habitants, aujourd'hui vous êtes à 30 000 habitants. Les égouts sont restés les mêmes. Les égouts ne sont pas entretenus. Voyez-vous, dans nos quartiers, quand les gens balayent, ils amènent la saleté où? C'est dans les caniveaux, dans les égouts. Ils oublient que ces égouts-là seront bouchés. Je me rappelle dans les quartiers comme ma campagne, il y a un système de puits perdu. Il n'y a pas de fosses septiques pour les toilettes. Généralement, les gens qui habitent, on ne sait pas ça va où. Mais les Chinois qui arrivent quand ils réhabilitent les routes, ils cassent tout. Conséquence, les histoires sortent sur les avenues, les gens sont dérangés. Et pourtant, autant de Belges, ça avait été construit et conçu pour un certain nombre d'habitants. Ce n'était pas, par exemple, il y avait des quartiers qui avaient été conçus pas pour loger plus de 30 000 habitants. Et aujourd'hui, il y a des quartiers qui sont au-delà du triple ou même de 10 000, là où c'était prévu 1 000 ou 5 000 habitants. Donc, les services publics ou l'État, comme pouvoir public, comme Léviathan, doit anticiper. L'État ne doit pas continuer de subir. Mais il faut que ceux qui ont le pouvoir réfléchissent, anticipent les choses que de les subir parce que nous subissons aujourd'hui. Même dans la Bible, on dit, quand Dieu a créé le monde, il a dit, maîtrisez la nature et soumettez-la. Je me rappelle, je vous fais rire, quand j'étais au séminaire, on avait un père, un missionnaire allemand. D'ailleurs, des fois, nous, on les traitait de racistes, mais il nous disait souvent, apparemment, quand Dieu a créé, les Africains avaient oublié l'aspect « soumettez le monde ». Ils n'ont entendu que « multipliez-vous ». Voyez-vous, c'est ça, malheureusement, c'était une parole à la limite raciste. Oui, quand Dieu a dit « il crée le monde », il dit « remplissez le monde », mais il a ajouté « soumettez-la ». Mais ce missionnaire blanc-là nous disait qu'apparemment, nous, Africains, on avait entendu que « remplissez le monde ». Nous avons oublié, on a vite couru, on n'a pas entendu « soumettez le monde ». Ce qui fait que actuellement, pour le cas de Kinshasa, juste une petite pluie, il y a inondation partout. Voyez-vous, quand vous allez vers Mpassa actuellement, Campem, Badara, Efobank, Terre Jaune, l'inondation commence sur le boulevard. Et ça va. Il y a des inondations oui, avec la population. Oui, parce que le boulevard, à partir de Terre Jaune, jusque, je crois, vers Kinkole, il n'y a pas de caniveau le long du boulevard. Vous voyez pourquoi? Parce que quand on a construit, c'était la brousse. L'eau du boulevard, après la pluie, est allée directement vers la brousse. Maintenant, on a loti, on a vendu, les gens ont construit
Ce n'est plus la brousse, ce sont les maisons d'habitation. Vous prenez l'eau qui coule des toitures des gens et l'eau qu'il y a sur le boulevard, conséquence, inondation partout. Il y a des gens qui continuent de m'appeler, qui m'ont appelé jusqu'à ce matin, qui ne savent pas rentrer dans leur maison parce qu'il y a inondation. Ceux qui ont loti n'avaient pas prévu des grandes avenues. Il n'y a pas de grandes avenues, il n'y a pas de caniveaux. Tout ça, c'est une catastrophe. La faute incombe à qui? Ce sont les chefs des coutumiers qui morcellent, qui vont. Mais c'est l'État qui donne les papiers, ce ne sont pas les chefs coutumiers. Je vous disais que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Donc l'État peut venir aujourd'hui et dire tous ces quartiers niettes, interdiction de vendre ou de racheter et de vous faire partir, de vous relocaliser, reloger ailleurs. Ça se fait partout ailleurs. Mais le problème est que l'État ne doit pas être... Je disais à un ami, quand on gère l'État, ce n'est pas question de foi ou de religion. Non, on doit prendre des décisions qui apportent le changement, qui résolvent les problèmes pour la population et non dire non, les gens vont crier, pourquoi non. Cette décision que je prends apporte des solutions pour combien de personnes? Si c'est pour 1 million de personnes, j'accepte que 100 000 personnes se plaignent, mais que 1 million de personnes trouvent intérêt dans la décision ou derrière la décision que je prends. Voilà. C'est comme ça que l'État doit se gérer. Merci Walter Pou et Jean Kandolo est avec nous. Bonjour Eugène. Bonjour. Alors vous entrez directement dans le sujet. Nous allons commencer avec les conséquences de la pluie, parce qu'il y a des inondations partout, des labos en tout cas, Kinshasa est sale, comme l'a dit quelqu'un ce matin. Il y a même des quartiers qui sont vidés, tels que Ndano à Limité, et la Mételsat qui annonce déjà des potentielles précipitations. Quelle lecture vous faites de cette situation? Bon, je trouvais Walter en train d'en parler avec beaucoup de pertinence. Je crois que je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter comme commentaire. Donc, il s'agit d'une question de gestion et de prévoir, parce que gouverner, c'est prévoir. Et donc, même s'il y a des choses qui sont d'ordre de catastrophe naturelle, qu'on ne peut pas anticiper, mais je crois que dans une certaine mesure, si la prévision y avait, on pouvait contenir un certain nombre de choses, parce que les inondations, ce n'est pas une exclusivité du Congo, mais ici, il y a une particularité, parce que, avec tous les éléments que Walter est en train de dire tout à l'heure, il y a lieu de se dire, repenser en fait la politique de l'habitat et de l'urbanisation à Kinshasa et pourquoi pas partout ailleurs dans d'autres provinces qui sont en train de prendre le pas par rapport à cela. Aujourd'hui, avec les exodes ruraux et tout ce qu'il y a eu, Kinshasa qui, vers les années d'indépendance, n'avait peut-être que 200 000 personnes, aujourd'hui on a 10 millions d'habitants. Donc, il faut une prévision mise à jour et c'est là avec une gouvernance conséquente, pas des histoires qu'on fait par essai-erreur. Quand un gouverneur veut partir, il essaie de faire une roue inachevée à la gare. Quand le vice vient, il essaie de mettre quelques fleurs sur rond-point Huileries et tout ça. Donc il faudrait qu'il y ait un programme. On ne devait pas gérer la province comme ça. Et malheureusement, depuis plusieurs années, on a eu de gouvernance provinciale d'essai-erreur. On se rappellera de comment, parce que j'ai cité rond-point Huileries, à l'époque, il y avait une infrastructure et le gouverneur est venu, il a tout enlevé sans savoir ce qu'il allait faire. Et c'est resté comme ça pendant plusieurs années. On vient y mettre des déchets, il y avait la piste, il y avait tout ce qu'il y avait comme immondice, mais c'est une place et pourtant historique et importante par rapport à la capitale. Donc, de manière générale, c'est un problème de gouvernance et par conséquent, il faudrait que soit avec les élections qui sont en train de venir pour le 29 avril, qu'on puisse, ne serait-ce que déjà à ce niveau, commencer à penser donner la capitale entre les mains de personnes compétentes, mais aussi qui ont le moyen de leur politique. Alors, les responsabilités, ce sont les autorités, vous voulez dire? Oui, en tout cas, dans la grande partie de la chose, ce sont des autorités. Parce que même les conséquences des habitants, que ceux-ci jettent des immondices, parce qu'il n'y a pas de poubelle publique, avec une politique de ramassage bien déterminée. Alors, il faut jeter dans le caniveau. Non, en fait, ce n'est pas qu'il faut jeter. Parce que, regardez, les mêmes personnes qui jettent les choses ici, quand ils partent ailleurs,
comme s'ils avaient une piqûre hypodermique, ils sont conditionnés à ne pas jeter. Ça veut dire qu'il y a cette question de civisme, et tout ça, ça va incomber toujours à l'État. Il y a eu une cellule de changement de mentalité qui n'a apporté aucun changement de mentalité. On n'a pas senti cela. Il y a la question du ministère de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté. La nouvelle citoyenneté rentre aussi dans comment on va protéger le patrimoine commun, comment on va se comporter de manière patriotique pour ne pas contribuer. Parce que je me rappelle à l'époque, il y avait une petite campagne où on disait ne sois pas le premier à jeter. Parce que c'est parce qu'il y a eu une première personne qui a jeté un papier mouchoir, l'autre est venu, il a ajouté un sachet, l'autre a ajouté une bouteille en plastique, que ça fait un tas d'immondices. Et donc, je crois que dans une grande partie de la chose, la responsabilité incombe aux dirigeants qui sont appelés effectivement à être conséquents avec leur gouvernance, à être prévoyants, mais aussi à revoir en fait certaines choses qui sont longtemps restées et qui étaient prévues à une certaine échelle, mais dont aujourd'hui la propension a changé les donnes, et donc il faudrait adapter et reprogrammer les choses. Et les autorités ne s'y penchent pas sur la situation parce que vous incombez la responsabilité à l'autorité urbaine, et au niveau national, il n'y a pas une part de responsabilité? Non, mais quand je dis c'est avec échelle, par exemple, si je parle particulièrement de la ville de Kinshasa, il y a des choses qui ressortent directement du gouvernement provincial. Et par conséquent, il faut commencer à faire. Ça ne veut pas dire qu'on dédouane le gouvernement central. Et quand il est provincial, j'ai évoqué le fait comment je vais dire, d'allonger cela à d'autres provinces. Ça veut dire que ça ne sera pas le gouverneur de Kinshasa qui ira faire des choses en Mbuji-Mayi ou le gouverneur de Kinshasa qui fera des choses à Kisangani. Donc, ça veut dire qu'il y a une part de responsabilité au niveau des dirigeants, mais selon leurs échelles, quitte à ceux qui sont au niveau du gouvernement central, d'opérer des choix de gouvernance qui sont conséquents par rapport aux besoins et par rapport aux conséquences que nous avons déjà, parce qu'il s'agit ici d'avoir deux approches. L'approche de comment contenir les conséquences que nous avons déjà, et une approche où comment on va redéfinir les choses pour ne plus avoir les mêmes conséquences dans l'avenir. Voilà, merci John Kandolo. Nous prenons notre deuxième sujet, je reste avec vous. C'est dans les jours à venir, le pouvoir aura à traverser des profondes zones de turbulence. C'est ce qu'a prédit le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Il a encore parlé. Ouais. Comme c'était l'autre fois, Kabila n'est pas là. Quelle lecture vous faites de cette révélation? Je rigole. Vous avez vu que je vous ai même accompagné pour terminer la phrase. Je ne sais pas si le secrétaire général de l'UDPS, il est devenu prophète. Je ne sais pas sur base de quelle informations il tient ça, mais ce que je sais, c'est que l'avenir n'appartient pas aux humains. L'avenir, c'est Dieu qui connaît l'avenir, mais si lui, il dit qu'il est dans les secrets de Dieu et qu'il sait déjà qu'il y aura des ondes de turbulence, comment je peux commenter quelque chose qui est d'ordre, je ne sais pas moi, métaphysique ou de préscience? Ça sera un peu compliqué, mais toujours est-il que nous l'avons dit plusieurs fois. Deux fois, quand on arrive à un certain niveau, les gens ne sont pas assez réceptifs, malheureusement. Et pourtant, il a un besoin réel d'accompagnement en termes de communication parce qu'il fait beaucoup de sorties intempestives qui, généralement, jettent des pavés dans la barre. Même si, pour des besoins de la cause, les fanatiques lui diront toujours que tu as bien parlé, mais ça serait lui rendre mauvais service parce que, au niveau des responsabilités qu'il a, il devrait avoir non pas seulement la retenue, mais une façon de communiquer qui ne puisse pas en fait créer des psychoses ou jeter le pavé dans la mare. Mais je ne sais pas commenter les contenus de cette mystérieuse révélation des zones de turbulence. Mais où il tire toutes ces informations-là? Il y a des informations, par exemple, quand il dit Kabila a rejoint l'autre camp et qu'il a fait ça, c'est factuel. Ça relève du renseignement. Ça, c'est factuel. Ouais. Mais ici, quand il dit il y aura des zones de turbulence, ça relève aussi du renseignement. Ouais. Ça reste quand même énigmatique et on ne sait pas en fait plonger dans cette mystérieuse déclaration. Parler de la probabilité de Kabila d'être des mèches, ça c'est factuel, donc on peut commenter. Mais ici, comment on pourrait commenter une annonce prophétique
de cette envergure. C'est quand même assez compliqué. Ça ne relève pas du domaine de l'analyse. Je ne sais pas si Walter a la recette qu'il faut pour... Alors, Walter Couille, votre analyse également, comment vous avez perçu cette révélation, Bon, c'est cette pas une prophétie, révélation, hein. si on peut dire ça? Augustin Kabouya, c'est un fin politique. Je sais que c'est une déclaration politique. Je le prends sous un angle purement politique, au regard aussi des enjeux électoraux. Rappelez-vous, dans un passé récent, il avait annoncé lors d'une matinée politique qu'il serait candidat à la première vice-présidence de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit justifier ce désistement parce qu'il y a d'autres... Nous allons revenir sur cet angle-là. Prenons d'abord sa prophétie. Non, ce n'est pas une prophétie, c'est une parole d'un acteur politique. On ne va pas vers une zone de turbulence. La seule turbulence qu'il y a, c'est la guerre d'agression à l'Est. Du moins, à l'unanimité, vous avez suivi les gestionnaires du PPRD, ceux de Ensemble, être contre le M23, disons le Rwanda qui appuie le M23. Ça, il y a du moins consensus ou cohésion nationale autour de cette guerre d'agression qui nous est imposée. C'est pourquoi j'évacue cet angle-là de zone de turbulence. Si turbulence il y a à l'Union sacrée, oui, je peux le dire qu'il y aura sérieux problème de gestion d'ambition parce que c'est le deuxième et dernier mandat du président Félix Tshisekedi. L'UDPS doit s'organiser à l'interne parce que si l'UDPS veut garder le pouvoir, il faudra que dès aujourd'hui, il démarche ou qu'il fasse quelque chose pour trouver quelqu'un qui devra succéder ou postuler pour la présidence de la République. J'en ai échangé avec plusieurs amis qui sont de l'UDPS. Moi, je n'ai jamais caché que quand j'étais étudiant, j'étais militant dans ce parti politique. Mais j'ai cessé de l'être depuis que je me suis engagé dans ce travail. J'ai dit aux amis qu'il ne faut pas dire non, si on choisit maintenant, il y aura guerre interne. Moi, je préfère que les gens soient francs, que chacun exprime ses ambitions, qu'ils aillent même aux élections préliminaires, que cette personne-là soit connue et qu'elle se prépare ces 4 dernières années, qu'on ne lui donne pas des charges publiques, que cette personne-là ait la liberté de se faire connaître, de se vendre à travers la République. Parce que si on attend au dernier jour, comme ce fut le cas du FCC, on va cogner le mur. Donc, on doit avoir le courage de laisser aux gens d'exprimer leurs ambitions même dans le parti politique. Parce que les partis ne doivent pas être gérés comme des histoires, des sectes ou des sciences occultes où on cache les choses. Non. L'UDPS est un parti démocratique. Il faut qu'il y ait démocratie dans la gestion des ambitions et les partages des responsabilités, surtout pour les enjeux futurs. C'est là où il pourra y avoir de problèmes parce que vous le savez... Non, les turbulences au niveau de l'Union sacrée, au niveau au niveau de l'Union sacrée, je sais qu'il y aura des turbulences parce que, vous voyez déjà avec la sélection ou l'élection au niveau des présidents des assemblées provinciales, des gouverneurs et même des sénateurs, qui sont en train de s'attaquer. Le cas le plus patent, c'est celui de la province de l'Équateur. Aujourd'hui, il y a 2 bureaux... à l'Assemblée provinciale, je dirais, bureau définitif et bureau provisoire qui continuent de revendiquer. Donc, tout ça, c'est manipulé par des gens qui sont ici à Kinshasa. Et pourtant, rappelez-vous, je disais depuis les années 2013-2014, qu'on laisse les ambitions au niveau local émerger et que des leaders émergent pour gérer ces entités. Si Kinshasa continue de commander et imposer les leaders au niveau des provinces, ça ne va pas marcher. Bientôt, ça fera 10 ans qu'il y a eu des démembrement. Mais si on cite les provinces qui sortent du lot, le Lualaba essaye parce qu'il y a des mines qui donnent beaucoup d'argent. Et là aussi, si l'on doit piocher, voir clair sur la gestion, je ne pense pas que l'on dira ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Excepté le Lualaba, Lubumbashi, aujourd'hui, c'est comme Kinshasa, c'est une poubelle géante. Quelle autre province a émergé? On peut citer un peu le Haut-Touélé avec Basséane Enanga qui a essayé de construire des routes goudronnées là où il n'y avait absolument rien. Isiro, il y a 5 ans passés, c'était un village, c'était comme Bouta. Mais aujourd'hui, Isiro a essayé d'échanger.
mais partout ailleurs c'est rien, rien de rien. Pourquoi? Parce que les grands leaders ici à Kinshasa ont imposé aux députés provinciaux et les animateurs des assemblées provinciaux et les gouverneurs des provinces. Conséquence, les gens sont redevables, ceux qui ont été votés sont plus redevables à leur gourou ici à Kinshasa qu'à la population qui attend d'eux des solutions. On va tout le temps continuer à dire Tshisekedi, Tshisekedi. Si nous n'avons pas, si nous ne savons pas mieux gérer chez nous, je ne dis pas que le président n'a pas sa part de responsabilité dans tout ceci, parce que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions, aussi bien au niveau national que provincial. On doit tout faire, on doit faire de telle sorte qu'au niveau local, que les gens expriment librement leurs ambitions, que les députés provinciaux votent qui ils veulent, parce qu'ils n'ont pas à subir les injonctions de leurs leaders politiques qui ne sont là que pour voir comment caser leurs enfants, leurs neveux, et puis les leurs rester au village. C'est-à-dire quoi? L'alerte du secrétaire général de l'UDPS, c'est par rapport à la gestion des ambitions au sein de l'Union sacrée, et ces ambitions seront difficiles à être gérées, c'est ça? Ça sera difficile à être géré, et même il y aura beaucoup d'hypocrisie, mais... Non, mais faisable. Mais non, les politiciens tout congolais... Ouais. Non, on va maîtriser par des primades et puis des menaces, mais en réalité, ce sont des hypocrites. Des gens qui auront peur, qui ne voudront pas encore se manifester en attendant d'être nommés ou pas. Mais voyons, après l'installation de toutes les institutions, et puis en prévision des élections de 2028, comme je le disais tantôt, tout le monde voit la présidence de la République après 2028. L'UNC, l'un des grands partis qui est là, l'AFDC est là, il y a encore au sein de l'Union sacrée le MLC. Je ne sais pas si Jean-Pierre Bemba met ses ambitions en berne pour toujours, mais je doute fort que ce mandat, c'est ça maintenant la crainte de Kabouya, ce mandat risque d'être, connaître beaucoup de zones de turbulence à cause des ambitions du Dauphinat. Parce que les gens risquent d'être concentrés à voir qu'est-ce que nous devenons après le dernier mandat de Tshisekedi, comment travailler pour relever le défi du développement et de la paix, sécurité sur l'ensemble du territoire national. Malheureusement, c'est à ça que nous avançons. Alors, lui doit rester au temple pour bien gérer. Oui, il doit rester là. Il doit rester là parce que jusqu'à ce jour, il a montré sa loyauté et l'application sans faille des directives du président de la République. Voyez-vous comment le président a recadré tout ce qui les contestait en direct au chapiteau de la cité de l'OUA quand il a reçu plusieurs cadres de l'UDPS. Séance tenante, il a demandé à ceux qui bousculaient Kabouya de faire très attention, de se soumettre au seul gestionnaire au quotidien du parti, qui est Augustin Kabouya. Voilà. Donc, le président lui fait confiance et c'est tout à fait normal. J'ai un avis assez contraire. Voilà. Bon, c'est contraire, c'est normal. Nuancé. D'abord, je ne suis pas d'accord avec la logique qui a été très bien présentée de Walter, selon laquelle si Kabouya se mettrait de côté, c'est parce qu'il y a notamment la question du Dauphinat. Et pour rentrer dans sa logique, il encourageait ses amis de l'UDPS à dire qu'il faudrait maintenant là se choisir un dauphin au lieu d'attendre. Et j'ai comme impression que Walter explique que la mise en retrait de Kabouya irait dans ce sens. Donc on croirait que Kabouya était ce dauphin qui ne veut pas être dans les institutions et qui veut se préparer. Je dis, mais bon, tout le monde est permis de rêver. Si c'est ça l'orientation, je suis quand même assez sceptique par rapport à ce que nous avons comme aspiration pour ce pays et dire que tout ce que UDPS trouverait comme dauphin
de Félix Tshisekedi, qui d'ailleurs, je doute fort parce que lui-même disait qu'il souhaiterait que ça soit une femme qui les succède. Donc je ne crois pas qu'il jetterait les dévolus sur Kabouya. Et même les arguments qu'il avance tout à l'heure pour dire que le président aurait réprimé tout celui, non, je crois que c'était un cas isolé. Il parle du cas des GECO. Ça circulait dans les réseaux sociaux où le président disait, et ça date quand même de très longtemps, disait à GECO, ton chef, c'est lui, ce Kabouya. Ça ne veut pas dire que d'emblée, tout ce que Kabouya prendrait comme position, c'est avec l'encouragement du chef de l'État. Sinon, on ferait porter le chapeau au chef de l'État parce qu'il a évoqué les cas des élections de gouverneurs de province. On sait qu'aujourd'hui, l'une des provinces qui est vraiment à la traînée, c'est la province du Kasaï oriental, province du chef de l'État. Et on sait c'est parce qu'il y a eu des mots d'ordre. Depuis que ce gouvernement a commencé, si ailleurs il y a des destitutions, il y a tout ce qu'on connaît comme pesanteur dans le comportement, que ce soit des assemblées provinciales, que ce soit au niveau de gouvernorat, mais le cas particulier du Kasaï où on ne comprend même pas pourquoi en fait la province qui devrait profiter, non pas parce que elle est spéciale, mais il y aura toujours cet arrière-goût, on dira vous avez été au pouvoir, mais qu'est-ce que vous avez fait chez vous? Aucun projet n'a avancé. Mais ces gouverneurs qui ont tour à tour été imposés au Kasaï, c'est la direction de l'UDPS. Donc, d'abord Kabouya et Kabound, et après, c'est la gestion de Kabouya. Aujourd'hui, il est en train de dire, Kabouya, qu'il va s'occuper de toutes les autres provinces et il ne mettra pas son nez dans la province du Kasaï oriental. Mais quelques temps après, il s'est dédié parce qu'il veut imposer le président fédéral de l'UDPS, qui n'a ni compétence ni expérience avérée en termes de gestion, comme gouverneur du Kasaï. Et qu'est-ce qu'il avance comme raison? Il dit, c'est une récompense. Donc, on veut donner une récompense à un individu pour sacrifier toute la province. Pas plus tard que la semaine passée, il y a eu des députés du Kasaï oriental. Ici, d'ailleurs, il y a juste 2 ou 3 qui sont déjà rentrés, mais la plupart sont encore ici à Kinshasa. Mais c'est pourquoi? C'est pour que les gens discutent autour des orientations qui, en réalité, ne font pas avancer la province. Si c'est fait au nom du chef de l'État, ça veut dire qu'il y a quand même un problème. Si, dans l'essence de ce que Walter dit, que tout ce que Kabouya a fait, il le fait avec la bénédiction du chef de l'État, ça veut dire que le chef de l'État veut que sa province n'avance pas. Si on doit mettre, non pas sur base des résultats qu'on veut atteindre, mais on veut mettre quelqu'un par un sentiment de récompense d'un combat illusoire, parce que tous ces gens qui disent qu'ils ont fait des combats, si l'UDPS a plus de 30 ans, ce sont des gens qui sont venus il y a 10 ans, il y a 15 ans. Parce que des fois, les gens disent, nous avons mené un combat de 32 ans, de 30 autant d'années, alors qu'il y a d'autres qui ont mené ces combats, qui sont partis, et c'était comme une course relais. Et dire qu'on doit récompenser quelqu'un parce qu'il a été combattant, c'est bien dommage, alors qu'en réalité, si on est dans la logique de la démocratie, je crois qu'on devrait laisser, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu d'opposants, même là au Kasaï. Alors, laissons que les meilleurs puissent l'emporter. Ça veut dire que des gens postulent et qu'il y ait des élections et que celui qui va faire prévaloir un programme, une capacité de convaincre, puisse passer. Si les conciliambules se font dans la mesure où il faudrait peut-être étouffer les élans de corruption, parce que malheureusement, les élections de gouverneurs sont un chantier ouvert pour les corruptions. Si c'est pour cela, on peut comprendre, mais si c'est juste pour récompenser, il y a quand même un problème. Et dire que ça, c'est des communs accords avec le chef de l'État, il y a quand même un problème. Et pour rentrer dans ce propos de... Mais quand le chef ne réagit pas, c'est que c'est des communs accords. Bon, on pose un acte, c'est que le chef ne réagit pas. Bon, il y a des choses qui relèvent de la gestion de l'UDPS en tant que parti. Mais il ne faut pas que le secrétaire général de l'UDPS puisse quitter l'UDPS pour qu'il puisse gérer même d'autres partis, même des indépendants, même d'autres partenaires. Je crois qu'il faudrait qu'on considère que quelle que soit la personne qui peut gagner, dès lors qu'elle est de l'Union sacrée et qu'elle est compétente, mais c'est la victoire de l'Union sacrée, parce que tout ce que nous voulons, c'est quoi? Les développements à la base de nos provinces et par conséquent, les développements du pays. Ici, nous ne sommes pas dans la logique de on veut faire la figuration. Il y a tellement de choses à faire pour ce deuxième mandat du chef de l'État. C'est lui qui a été élu, effectivement, en fait, c'est lui qui a été élu par la population et c'est lui qui va rendre compte. Même si c'est son dernier mandat, même s'il ne va pas revenir, mais il doit partir avec cette fierté d'avoir accompli des devoirs sur base des axes
que lui-même a donné comme engagement, ces 6 engagements, et donc ce n'est pas Kabouya qui les a fait, ce n'est pas l'Union Sacrée qui les a fait, c'est lui d'abord en tant qu'individu et qui doit être jugé par rapport à ça. Et la question des Dauphina, que ça soit fait au début ou, je ne sais pas moi, à la fin, je crois que ça va nous faire perdre du temps et ça va distraire les gens. Comment on peut commencer un quinquennat avec le choix du dauphin? Je crois que c'est mettre la charrue devant le bœuf et par conséquent, ça va nous perdre inutilement. Pour ce qui est de zone de turbulence, à moins que Augustin Kabouya ait voulu dire quelque chose d'autre, ça lui arrive le plus souvent, et il a utilisé un autre mot, pensant que c'est synonyme, mais sans mesurer les conséquences de ce que cela peut avoir, on peut lui concéder, mais je crois qu'il y va de son intérêt d'éviter d'effrayer les gens, d'éviter de jeter les pavés dans la mare, parce qu'il pouvait se retirer calmement sans forcément utiliser de gros mots qui peuvent créer de troubles. Parce que même quand il avait fait, c'était aller aussi vite en besogne. À peine il est informateur, il vient pour faire la restitution. Déjà, il commence à parler au nom du chef de l'État. Et puis après, il annonce sa candidature. Il est le seul du reste dans la République qui l'avait fait officiellement. Qui sait si peut-être le même chef de l'État dont on dit que tout ce qu'il fait, il le fait au nom du chef de l'État, si c'est lui qui lui a dit « retire ta candidature, je ne veux pas que tu sois là ». Et donc ça relève du domaine des spéculations parce qu'on ne sait pas le secret. Qu'est-ce qui l'avait poussé d'être le seul sur toute la République à avoir annoncé officiellement? Parce que les autres, que ce soit les histoires de Kamere, Mbosso, Bahati, on entend par des personnes interposées. Mais lui seul, sûrement encore de commun accord avec les chefs d'État pour rentrer dans la logique de Walter, il est venu dire « je suis candidat vice-président de l'Assemblée nationale ». Et là, il n'avait pas dit que parce qu'il y avait la paix, oui, parce qu'il y avait les troubles. Maintenant, quand il vient retirer, il dit « parce qu'il y aura des zones de turbulence ». Bon, prophète Augustin, seul c'est a pas le aussi secret. par rapport à la gestion de ses ambitions, bien qu'il y ait l'IDPS, on a créé même une cellule de gestion des ambitions. Et Oui, après la publication du gouvernement, il y aura éclatement de ça se beau. l'union sacrée. D'abord, même pour gérer les ambitions. Des fois, n'inventons pas la roue. Il est le chef. Et on sait comment ça se passe. Tout ça, en fait, on va faire semblant d'avoir une cellule déjà qui a plus de 60 personnes pour gérer les ambitions. Alors, comment ceux qui sont dans cette cellule, eux n'ont pas d'ambition? Comment géreront-ils les ambitions des autres concomitamment avec leurs propres ambitions? Ils sont jugés partis. Je crois qu'en fait, ce n'est pas une innovation. Malheureusement, si ça n'est c'est une innovation en fait qui n'est pas pertinente. Ils allaient rester comme ils ont toujours fait les choses. Gérer les ambitions, ça ne demande pas d'appeler tous les villages pour faire. Merci, jeune. Alors, à tel coup, Augustin Kabouya se retire alors qu'il avait dit il ne sera pas Premier ministre, candidat Premier ministre parce qu'il est candidat vice-président de l'Assemblée nationale. Du coup, il à la primature, il n'y a pas de candidature. Non, c'est le chef de l'État qui choisit. Oui, il choisit. Ouais, donc, mais il avait annoncé ça à Walter. Il a des aspirations. Il avait dit ça, non, qu'il ne sera pas... ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est lui. Sinon, on aurait comme impression qu'il y a des gens qui font du chantage au chef de l'État, qui veulent prendre sa place ou bien qui sont devenus ses amis. Mais le chef de l'État est au-dessus de la mêlée. Pour répondre à votre question, rapidement, une petite clarification. Je commence par... le dernier point en rapport avec la commission qui devra gérer les ambitions au sein de l'UDP. Ce n'est pas une première, c'est la deuxième fois que ça arrive. J'ai souvent été contre ça. Pourquoi? Parce que dans chaque parti politique, il y a un secrétaire général, des secrétaires généraux adjoints. C'est en quelque sorte un gouvernement. Exact. Chaque secrétaire national en charge de l'agriculture doit suivre la politique appliquée actuellement par le ministre national. Chaque secrétaire national en charge de la sécurité, c'est en quelque sorte un futur ministre de la sécurité, ainsi de suite. Alors, ça ne sert pas de venir prendre des gens qui ne maîtrisent pas les secteurs. Quelqu'un qui a fait, par exemple, autant d'années comme secrétaire général, ou plutôt secrétaire national en charge de l'environnement, mais c'est-à-dire qu'il est tout le temps en train de suivre ce qui s'est fait ces 5 dernières années en matière de l'environnement. Clarification par rapport à ce que mon frère Eugène vient de dire, je dis ceci. S'agissant de la confiance du président de la République par rapport à Augustin Kabouya comme secrétaire gestionnaire au quotidien du parti, la confiance ne s'est pas effritée. Il la lui renouvelle régulièrement. Mais pour la gestion des ambitions, j'insiste, partout dans chaque province, on doit laisser les élections s'organiser librement. Que les députés provinciaux ne subissent pas les dictats de Kinshasa. Pourquoi? Ceux qui sont sur place au niveau local savent leurs difficultés et ils connaissent mieux
les personnes qui peuvent arriver à apporter des solutions. Mais si c'est Kinshasa qui impose des candidats, on va aboutir aux destitutions, aux motions contre motions comme on en a vécu depuis les 10 dernières années. C'est pourquoi j'insiste sur cette volonté-là où cette démocratie-là plutôt cette façon-là de laisser la démocratie à la base s'appliquer. Ici, au niveau national, les leaders peuvent accompagner, mais pas de mot d'ordre, pas d'imposition de candidats. Mais Kabouya reste la seule autorité du parti. Mais votre question, si vous pouvez me rappeler, par rapport à la raison de turbulence. Non, par rapport à sa rénonciation à la vice-présidente. Oui, c'est pour laisser le chemin à Kamere parce que non, mais auparavant, j'ai ouï dire que c'était le ticket Kamere et Kabouya. Mais maintenant que Kabouya désiste, Kamere reste, Mbosso fait circuler déjà, et presque en pré-campagne, disant que c'est le candidat de l'Union sacrée. J'attends voir la réaction des amis de l'UNC qui sont en train d'observer jusque-là parce que, qu'on le veuille ou pas, Kamere avait exprimé ses ambitions-là. Kamere va accepter de ne pas être chef d'institution alors qu'il se prépare pour briguer la magistrature suprême. Ça va se passer comme ça. C'est là où peut-être qu'il viendra aussi une petite turbulence s'agissant de la gestion des ambitions au sein de l'Union sacrée. Certains disent que Mbosso, c'est quelqu'un de loyal, il ne fera pas ombrage au président de la République. Non, on n'a pas besoin de toutes ces théories. Nous avons besoin des gestionnaires. On n'a pas besoin des gens qui disent non, monsieur le président de la République, moi, je ne vous ferai pas ombrage, j'accepterai tous. Non. Tous ceux qui ont accepté de travailler à l'Union sacrée, c'est-à-dire qu'ils acceptent le leadership de Félix Tshisekedi. Ils ne remettent pas en cause ce leadership. Aujourd'hui, on ne peut pas leur priver leurs ambitions de gérer, par exemple, l'Assemblée nationale ou le Sénat. Et qu'on ne nous fasse pas entendre ces théories, non, si lui va à l'Assemblée nationale ou l'autre au Sénat, ils feront ombrage au président de la République. Non. C'est lui qui prend les ordonnances. C'est une seule personne dans notre Constitution qui est une institution, c'est le président de la République. C'est lui seul qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, commandant suprême des forces armées, de la police, et la seule personne qui prend des ordonnances des nominations. Donc moi, je ne vois pas quelqu'un lui faire ombrage, raison pour laquelle que tout se fasse selon les règles démocratiques, et surtout que le bureau provisoire ne bloque pas la faisabilité de l'élection des membres du bureau, comme ce fut le cas avec l'élection de Mbosso, où on avait presque des candidats uniques, que les autres s'étaient fait éliminer parce que les critères étaient très stricts, rien que pour éliminer les adversaires politiques. Voilà. Là, je suis contre ces gens-là. Merci Walter Kouy. Kiosque est fini. Jeune Kandolo, merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Kiosque. Merci au coach Doudou Montiri, à l'équipe technique Marité Godot, Yves Lechouangué, Héritier Toubilan de Moro Nzambé. Madame, Monsieur, je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir.